Du cœur au ventre. Des idées plein la tête. Marie Montpetit. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see. C'est Frank Sinatra qu'on entend avec Fly Me to the Moon, mais on aurait pu aussi mettre du Taylor Swift parce qu'on s'adresse aux Swifties pour parler de Swift, mais pas de la chanteuse Taylor Swift, mais de la comète Swift, Swift Tuttle, qui va offrir cette fin de semaine une pluie de perséides. Pour en parler, le garde-parc technicien spécialisé en astronomie au Parc national du Mont-Mégantic, Guillaume Poulain. Bonjour, Monsieur Poulain. Bonjour. Bonjour. Puis là, j'invite les auditeurs à venir voir le balado, mais visuellement par la suite, parce que là, vous avez vraiment la tête dans les étoiles, vous, avec le fond. C'est magnifique. Donc là, cette fin de semaine, le 12-13 août, ça va être... les perséides vont être à leur paroxysme. Là, ça a lieu chaque année. Pourquoi il y a tout le temps un aussi grand engouement par rapport à cet événement-là? Ben, les perséides, c'est une pluie d'étoiles filantes, comme il y en a plusieurs tout au long de l'année, mais c'est vraiment une des plus spectaculaires. En plus, le timing est assez extraordinaire. C'est à la fin de l'été, fin des vacances, juste avant le retour à l'école. Donc, vraiment... Parmi toutes les pluies d'étoiles filantes, c'est vraiment une des plus intéressantes. Puis ça revient à chaque année. Pourquoi? À cette époque-là, ben c'est comme vous l'aviez mentionné, ça vient d'une comète. Hein. Les étoiles filantes, c'est des petites poussières qui entrent dans l'atmosphère de la Terre, qui vont chauffer l'air et créer une traînée de lumière. Mais ces poussières-là, elles viennent pas de nulle part, elles viennent d'une comète en particulier, la comète Swift-Tuttle. Et ça... Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi une comète, là, on est peut-être nombreux à pas trop savoir, mais c'est une espèce de grosse boule de glace et de poussière. C'est des fossiles de la formation de notre système solaire. Il y en a des milliards qui tournent autour du Soleil. Et il y en a certaines qui croisent l'orbite de notre planète à intervalles réguliers. Et donc, Swift-Tuttle, c'est une comète qui prend environ 133 ans à faire son orbite. Elle est passée à proximité de la Terre la dernière fois en 1992. Mais à chaque année, à la fin du mois d'août, à la mi-août plutôt, on va croiser le nuage ou la rivière de débris qui a été laissé derrière la comète. Donc, ce qu'on appelle les perséides, c'est vraiment ce qu'on va voir cette fin de semaine en lien avec cette comète-là. C'est pas des étoiles filantes à un autre moment dans l'année. Là. Ça a d'autres noms. C'est ce que je comprends? Exactement. Vous avez très bien compris. En fait, le nom Perséide vient de la constellation de Persée. Parce que si les gens, ce week-end, sortent regarder le ciel et voient des étoiles filantes, il y a de bonnes chances que ces étoiles filantes-là, leur trajectoire, si on trace l'inverse, d'où elles semblent provenir dans le ciel, que ça pointe vers la constellation de Persée. Donc, au maximum des Perséides, on peut en voir peut-être 80 ou 100 étoiles filantes à l'heure, mais la majorité d'entre elles vont sembler provenir de cette constellation-là. Et il y a d'autres essaims de poussière laissés par d'autres comètes qui vont porter des noms différents, mais on réfère toujours au radian, donc au point d'où semblent provenir ces étoiles filantes pour les nommer. Alors, on a les Léonides qui viennent du Lion en novembre, on a les Géminides qui viennent des Gémeaux plutôt au mois de décembre. Donc, il y en a à peu près, à peu près 70 des pluies d'étoiles filantes, certaines mineures, où on va avoir peut-être 5-10 étoiles filantes à l'heure, alors que les Perséides, elle est vraiment dans la catégorie des pluies d'étoiles filantes majeures. C'est pour ça qu'on le connaît davantage. Comme vous dites, c'est la période où elles arrivent, mais aussi le fait que c'est plus impressionnant peut-être que les autres? Elle est, je dirais, dans le top 5. Il y a les Géminides qui sont encore plus spectaculaires, où on a encore davantage d'étoiles filantes qui vont passer. Par contre, il y a plusieurs différences avec les Perséides, et une d'entre elles, c'est que c'est une pluie qui est très étalée dans le temps. Si on compare aux Géminides, c'est vraiment une nuit, c'est là que ça se passe, mais quelques jours avant, quelques jours après, on n'en voit pas vraiment beaucoup. Alors que pendant une grosse semaine autour du pic des Perséides, on peut en voir plusieurs. Alors même s'il y a une nuit où c'est couvert, par exemple, si la nuit du maximum, là, c'est dans la nuit de samedi à dimanche là, qui serait la préférable, mais si c'est couvert pour cette nuit-là, c'est pas grave, on peut se reprendre la nuit d'après ou la nuit d'avant, puis on va en voir quand même. Il y a aussi d'autres pluies mineures qui s'ajoutent, qui ont lieu en même temps que celles des Perséides et qui vont rajouter au côté impressionnant du spectacle.
Puis finalement, la dernière chose, c'est le climat. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens à l'écoute qui ont passé des nuits à observer les étoiles au mois de décembre, mais c'est passablement moins confortable qu'à la mi-août. Bon, mais je vais en profiter par intérêt personnel, M. Poulain, parce que dans mes objectifs de 2023 pour augmenter mon indice de bonheur, il y a celui de voir plus de ciel étoilé, donc plus d'étoiles filantes. Puis j'ai essayé souvent d'aller voir les Perséides. Puis là, je sais pas si c'est parce que j'étais pas au bon endroit. C'est sûr que, à Montréal, il y a beaucoup trop de luminosité, mais même en dehors de Montréal, je comprends qu'il y a peut-être des endroits qui sont plus favorables que d'autres. Là, si je veux me donner là, toutes les chances, puis nos auditeurs veulent se donner toutes les chances pour les voir cette fin de semaine, c'est quoi vos conseils? C'est une excellente question. Évidemment, les étoiles filantes, comme les étoiles conventionnelles, c'est pas très lumineux. Alors, pour réussir à bien les voir, il faut absolument se retrouver dans un endroit où le ciel est suffisamment sombre. Donc, évidemment, à Montréal, on oublie ça. On peut en voir quand même, là, exceptionnellement, des très grosses, des très lumineuses. Je vous dirais même la grande banlieue de Montréal, c'est encore trop lumineux. Il faut vraiment se retirer là, très loin à la campagne, loin de la pollution lumineuse. Alors, si par exemple, vous avez de la difficulté à voir la bande lumineuse de la Voie lactée dans le ciel, vous allez avoir de la difficulté à voir les étoiles filantes. On est chanceux au Québec, quand même, on a beaucoup de lieux intéressants pour voir les étoiles filantes, pour voir des beaux ciels étoilés. Les parcs nationaux québécois, justement, en font partie. Nous, ici, au Parc national du Mont-Mégantic, on va un peu plus loin. On a créé, il y a plusieurs années, une réserve internationale de ciel étoilé. Donc, la noirceur du ciel jouit d'un statut de protection. Fait que le Mont-Mégantic, c'est un endroit idéal pour ça. Les gens peuvent aller sur notre site web astrolabe.qc.ca pour voir quelques détails là, sur les activités. Mais sinon, si vous allez par exemple dans la région de Québec, le parc de la Jacques-Cartier, le parc des Hautes-Gorges, si vous allez dans le coin du Mont-Tremblant également, vous allez trouver des ciels assez sombres. Si vous allez encore plus au nord, dans la Vérandrie, là, c'est encore mieux. Puis évidemment, ça prend un ciel qui est dégagé aussi. Puis si vous vous êtes essayé l'an dernier, peut-être une des choses qui vous a nui, c'est la présence de la Lune. La Lune peut être une source de pollution des fois lumineuse, tellement lumineuse, là, oui. Exactement, comme on a eu il y a une semaine environ. Puis l'année passée, les Perséides ont correspondu pas mal avec le timing de la pleine lune. Et ça, c'est vraiment pas idéal. Alors que cette année, on est vraiment très privilégié. On s'approche de la nouvelle lune. Donc, la lune va se lever en toute fin de nuit, un beau croissant, mais elle va pas nuire à l'observation des étoiles filantes. Puis, est-ce qu'il y a un moment dans la nuit où il va y avoir où ça va être à son paroxysme? On peut penser que dès 8h, 9h, 10h, dès qu'il fait noir, c'est un bon moment, ou ça va être plus tard? Est-ce qu'il y a comme une petite plage horaire idéale? Dès qu'il fait noir, on peut en voir, mais en général, c'est après minuit que le spectacle s'améliore un petit peu. Puis la raison pour ça, c'est que lorsqu'on passe minuit, l'endroit où on est sur la Terre va se tourner dans la même direction où la Terre se déplace. Et ce qui veut dire que notre localité, notre ciel, fait face aux nuages de poussière que la Terre est en train de traverser. Alors, le nombre d'étoiles filantes qu'on peut observer à chaque heure, en moyenne, va augmenter substantiellement après minuit. Puis sinon, il y a vraiment à quel moment on passe dans la partie la plus dense du nuage qui est laissée par la comète. Et ça, cette année, c'est pas mal dimanche matin, dimanche aux petites heures que ça se passe. Puis là, il y a beaucoup d'astronomes amateurs au Québec. Là, on les voit d'ailleurs qui en vue des Perséides, qui se mobilisent aussi, mais il y en a beaucoup qui se rendent à Mégantic aussi pour observer les étoiles. Est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent qu'il faut absolument pas rater? Nous, les Perséides ici, au Parc du Mont-Mégantic, c'est pas mal nos séries éliminatoires. Là, c'est vraiment la grosse fête. Donc, dès demain soir, donc de jeudi jusqu'à dimanche soir, on a des activités spéciales. Il y a des activités qui ont lieu au sommet de la montagne, qui sont sur réservation. Par contre, si le ciel s'annonce dégagé et que les gens veulent venir nous voir, ils peuvent quand même venir ici sans réservation. Là, ça va plutôt se passer à la base de la montagne. Le ciel est tout aussi beau, tout aussi sombre si on est à la base. Donc, on a des télescopes qui sont mis à la disposition des gens. On a plein d'animateurs sur place pour rendre ça intéressant et beaucoup d'activités aussi pour expliquer le phénomène, aller un peu plus en détail sur pourquoi il y a des étoiles filantes en ce moment. Est-ce que c'est une bonne activité, justement, pour venir? Bon, c'est sûr que c'est un peu tardif, là, mais peut-être avec des enfants un petit peu plus grands ou des enfants qui rattraperont le sommeil par la suite. Mais est-ce que c'est une activité qui est intéressante pour les plus jeunes aussi?
Absolument. Moi, pour vrai, regarder les étoiles filantes, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs d'enfance. J'ai fait ça presque à chaque été avec mes parents. Puis c'est pas compliqué dans le fond. C'est juste de s'étaler à l'extérieur confortablement. Donc, si les gens viennent ici au Mont-Mégantic, ou peu importe en fait où les gens vont observer les étoiles filantes, on a juste besoin d'avoir une chaise longue ou un matelas de sol, puis de s'étendre avec des couvertures chaudes, un petit chocolat chaud, puis de passer le maximum de temps juste à regarder les étoiles. Donc, c'est très, très, très contemplatif comme activité, ce qui veut dire que c'est parfait pour toute la famille. Puis j'aurais envie de vous demander, M. Poulain, là, c'est pas une grande question scientifique dans le contexte, mais que je me dis, vous êtes peut-être bien placé pour me répondre. Pourquoi on fait un vœu quand on regarde une étoile filante passer? Parce que moi, je me souviens, là, vous me ramenez à ça, petite. Je me souviens qu'on faisait ça. Je viens de la campagne aussi, puis on aimait bien ça, regarder les étoiles filantes, mais notre seule motivation avec mes sœurs et moi de les regarder, c'était au-delà du spectacle, c'était de pouvoir faire un vœu. Donc, on était très, très persévérante et très patiente pour rester. Mais ça vient d'où, je sais pas si on appelle ça une légende urbaine, ou en tout cas cette idée-là? Ah, ben c'est une excellente question. Puis en fait, ça nous ramène à notre rapport au ciel étoilé il y a très longtemps. Donc si on se ramène il y a peut-être 2000 ans environ, à l'époque de la Grèce antique, ben les gens avaient pas la même perception de l'univers et du ciel qu'on a aujourd'hui. On croyait en fait que les étoiles, c'était des petits points de lumière qui étaient accrochés à une grande sphère qui enrobait la Terre et cette sphère-là était en rotation, ce qui faisait le mouvement des étoiles. Donc, bien loin de ce qu'on sait aujourd'hui. Mais il y avait surtout l'idée que, au-delà de la sphère céleste, c'était le royaume des dieux. Et on croyait à l'époque que quand les dieux voulaient regarder vers la Terre, ben ils devaient entrouvrir la voûte céleste. Et à ce moment-là, ben ça se pouvait qu'une étoile qui était accrochée à la voûte se décroche, tombe du ciel et crée ce qu'on a appelé une étoile filante. Donc, quand on voyait à l'époque une étoile filante, on voyait ça comme un indice qu'un dieu était en train de regarder vers nous, vers la Terre. Puis ben c'était l'occasion idéale pour faire un souhait. Puis aujourd'hui, ben là, on sait très bien qu'en fait, les étoiles ne sont pas accrochées à une sphère, elles sont très, 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 très loin. Et les étoiles filantes ne sont pas des étoiles non plus, hein. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des petites poussières qui rentrent dans l'atmosphère de la Terre. Donc, ça se passe à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de notre tête seulement. Bon, ben me voilà enfin renseigné sur cette histoire, M. Poulain. Guillaume Poulain, garde-parc, technicien spécialisé en astronomie au Parc national du Mont-Mégantic. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous renseigner, de nous en parler. Je nous souhaite à tous une très belle fin de semaine de Perséide, mais à vous particulièrement. Ben, merci beaucoup. Bonne observation à tout le monde.